Tu ne es pas sérieuse, a dit ma mère. Ils m'ont mise à la porte pour avoir abandonné mes études de droit afin de créer des jeux vidéo. Ils ne savaient pas que mon jeu s'était vendu pour 38 millions de dollars. L'année suivante, j'ai déménagé dans mon domaine de Savannah. 7 mois plus tard. Il était 23h47, un jeudi soir. Je me souviens de l'heure exacte parce que je fixais l'horloge du micro-ondes quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Je travaillais sur quelque chose, un prototype, un petit monde interactif que je construisais sur mon ordinateur portable depuis 6 mois, caché dans un dossier intitulé Documents fiscaux 2019, car je savais que si quelqu'un de ma famille le trouvait, ce serait fini. Ma mère l'a trouvé. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert dans ses mains, l'écran illuminant son visage. On aurait dit qu'elle m'avait surprise avec de la drogue. Ses yeux étaient grands ouverts, non pas de curiosité, mais de dégoût. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a tourné l'écran vers moi. Mon monde. Mon monde magnifique, complexe, codé à la main. Des forêts qui se balançaient au gré d'un vent généré de manière procédurale. Des personnages qui clignaient des yeux et respiraient. Un ciel qui passait par 47 nuances de crépuscule. 6 mois de mon âme brillant sur un écran de 13 pouces. C'est à moi, ai-je dit. C'est un jeu vidéo. Elle a prononcé ces mots comme s'il s'agissait d'un diagnostic, comme si elle avait trouvé une tumeur. Tu es en 2e année de droit à Columbia et tu crées des jeux vidéo. Avez-vous déjà vu quelqu'un regarder la chose que vous aimez le plus et la traiter comme si c'était quelque chose de honteux? Comme si votre passion était une maladie qu'il fallait guérir? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Je m'appelle Jenna. Jenna Whitfield. Et les Whitfield ne créent pas de jeux vidéo. Les Whitfield font le droit. Ils créent des précédents. Ils deviennent associés. Ma mère, la juge Diana Whitfield, siégeait à la cour d'appel du district sud de New York. Mon père, Richard Whitfield, avait été associé directeur chez Whitfield, Crane & Associates, l'un des cabinets d'avocats les plus respectés de la côte est, jusqu'à sa retraite 2 ans plus tôt. Forcé par une série d'investissements ratés et un règlement pour faute professionnelle qui avait discrètement vidé la plupart de leurs économies. Personne en dehors de la famille ne le savait. Le nom Whitfield brillait toujours. L'argent derrière lui s'était évanoui. Et puis il y avait ma sœur aînée, Victoria, la première-née, la prodige. Elle était devenue associée dans un prestigieux cabinet d'avocats à 31 ans, la plus jeune de l'histoire du cabinet. Elle était le miroir de ma mère, une mâchoire acérée, une langue plus acérée encore, le genre de femme qui pouvait vous soumettre à un contre-interrogatoire autour de la dinde de Thanksgiving et vous faire avouer des crimes que vous n'aviez pas commis. J'étais l'autre, la silencieuse, celle qui, à 12 ans, était restée debout jusqu'à 3 heures du matin pour apprendre à coder à partir de tutoriels YouTube sur un ordinateur portable de seconde main. J'avais construit un minuscule monde pixelisé, un château avec des douves et un dragon que l'on pouvait nourrir en cliquant dessus. Je l'avais montré à mon père au petit déjeuner, vibrant de fierté. Il y a jeté un œil pendant peut-être 2 secondes. C'est mignon, Jenna. Maintenant, finis tes céréales. Ton professeur particulier pour le SAT arrive à 9 heures. J'ai refermé l'ordinateur portable et n'ai rien montré à personne pendant 6 ans. Grandir dans la maison Whitfield, c'était comme vivre à l'intérieur d'un tribunal. Chaque dîner était un contre-interrogatoire. Ma mère s'asseyait en bout de table, toujours en bout de table, jamais sur le côté, et passait en revue nos semaines comme un juge examine des dossiers. Victoria, comment va le dossier Henderson? Victoria se lançait dans un résumé précis et confiant. Ma mère hochait la tête, intervenant occasionnellement avec une correction sèche, et Victoria l'absorbait comme la lumière du soleil. Puis les yeux se tournaient vers moi. Jenna, ta note en droit de la propriété, B+. Le silence qui suivait un B+, dans la maison Whitfield était plus fort que n'importe quel cri. Ma mère posait sa fourchette. Mon père étudiait son verre de vin. Victoria me regardait avec un mélange de pitié et d'irritation, comme si j'étais une action qui ne cessait de sous-performer. Un B+, disait ma mère, c'est ce que les étudiants obtiennent quand ils ne sont pas sérieux. Les Whitfield sont sérieux. C'était son mot, sérieux. Il signifiait tout dans notre maison. Sérieux signifiait digne. Sérieux signifiait aimer. Et les jeux vidéo, l'art, la créativité,
l'imagination, tout cela n'était pas sérieux. C'était des distractions, des faiblesses, le genre de choses que les enfants des autres faisaient, pas les Whitfield. La nuit où ma mère a trouvé mon prototype, elle n'a pas crié. Elle a posé mon ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine. Elle a croisé les bras. Tu vas supprimer ça ce soir et tu vas te reconcentrer. Je n'ai pas tiré les ficelles pour te faire entrer à Columbia pour que tu gaspilles ton potentiel avec des jouets. Ce n'est pas un jouet, maman. C'est une distraction. Et je ne vais pas te regarder jeter tout ce que cette famille a construit parce que tu veux t'amuser avec des dessins animés. Ce ne sont pas des dessins animés. C'est du design interactif. C'est une vraie carrière que les gens font. Les gens se trouvent des excuses, Jenna. C'est ce que les gens font. Pas les Whitfield. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas se briser, se fissurer. Comme une ligne de faille qui accumulait de la pression depuis 25 ans. Je l'ai regardée, cette femme qui ne m'avait jamais demandé une seule fois ce que je voulais, qui avait tracé toute ma vie comme une stratégie de litige. Lycée, pré-droit, Columbia, stage, association, magistrature, un dossier parfait et hermétique, et j'étais juste la pièce à conviction. Non, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. En 25 ans, je ne pense pas qu'elle ait jamais entendu ce mot de ma part. Pardon ? Je ne vais pas le supprimer. Et je ne retourne pas à Columbia. Les 4 minutes suivantes ont été les plus longues de ma vie. Elle n'a pas crié. Elle est devenue froide, plus froide que je ne l'avais jamais vue. Sa voix a baissé à ce registre grave et précis qu'elle utilisait pour prononcer une sentence. Si tu quittes la faculté de droit, tu quittes cette famille, cette maison, tout. Est-ce que tu me comprends ? Je ne financerai pas une fantaisie. Je ne regarderai pas ma fille devenir une blague. Alors ne regarde pas, ai-je dit. Je suis allé dans ma chambre. J'ai fait une seule valise. J'ai pris mon ordinateur portable, 2 tenues de rechange, mon chargeur et $6 200 d'économie de mon travail d'assistante de recherche à temps partiel. J'ai quitté la maison des Whitfield dans l'Upper East Side à 00h30. Et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas de plan. J'avais une carte de métro et une valise avec une roue qui vacillait. J'ai dormi sur le canapé de mon ami d'université, Priya, à Buswick pendant 2 semaines, puis j'ai trouvé une chambre dans un appartement en colocation à Ridgewood, dans le Queens. $500 par mois, un matelas par terre et un radiateur qui faisait le bruit d'un animal mourant. J'ai trouvé un travail dans un café à Williamsburg. $11 de leur plus les pourboires. L'ironie était insupportable. L'étudiante qui avait abandonné la faculté de droit de Columbia, en train de faire mousser du lait d'avoine pour des mecs de la tech qui gagnaient probablement un salaire à 6 chiffres en construisant exactement le genre de choses que ma mère avait qualifié de jouets. Mais les nuits étaient à moi. De 21h à 3h du matin. Chaque soir, je construisais. Je ne travaillais pas seulement sur le prototype. Je l'ai reconstruit à partir de zéro. Un meilleur code, de meilleurs graphismes, tout était meilleur. J'ai déversé chaque once de rage, de chagrin et d'humiliation dans ce monde. Chaque regard dédaigneux que ma mère m'avait jamais lancé. Chaque silence après un B+. Chaque fois que mon père m'avait regardé comme si j'étais un meuble, tout cela est allé dans le code. J'ai créé un jeu sur une fille piégée dans une tour de verre. Elle pouvait voir le monde entier à l'extérieur mais ne pouvait pas le toucher. La seule façon de sortir était de construire, littéralement brique par brique, un escalier à partir de ses propres souvenirs. Les bons souvenirs devenaient des briques solides. Les mauvais souvenirs s'effritaient mais pouvaient être remodelés, réparés, transformés en quelque chose de nouveau. Plus elle montait, plus la tour essayait de l'arrêter. Mais la fin était ce qui le rendait différent. Elle ne s'échappe pas de la tour. Elle la transforme. Elle transforme la prison en jardin. Je l'ai appelée Glass Houses. J'ai posté une démo sur un forum de jeux indépendants à 2h du matin un mardi, sans rien attendre. Je suis allé dormir. Quand je me suis réveillé, j'avais 1400 notifications. La démo était devenue virale pendant la nuit. Pas une viralité grand public massive, mais une viralité au sein de la communauté des jeux indépendants, ce qui, d'une certaine manière, est plus puissant parce que ces gens parlent, ils écrivent, ils partagent, ils s'intéressent. L'une de ces personnes était Marco Reyes.
C'était un concepteur de jeux de 30 ans d'Austin, au Texas. Il avait créé et vendu 2 studios indépendants, avait la réputation de repérer les talents avant tout le monde, et il avait joué à ma démo 6 fois de suite. Son message était simple. Ce n'est pas un jeu. C'est un miroir. Appelle-moi. Je l'ai appelé. Nous avons parlé pendant 4 heures, puis 4 heures le lendemain et le jour suivant. Il n'était pas seulement un concepteur. C'était un bâtisseur. Il comprenait le code, l'art, l'histoire, et plus important encore, il comprenait ce que j'essayais de dire avec ça. En moins de 2 semaines, il s'était envolé pour New York. Nous nous sommes assis dans ma minuscule chambre de Ridgewood, entourés de boîtes de plats à emporter et de tasses de café vides, et avons élaboré un plan. Marco avait des relations. Il m'a présenté à une petite mais redoutable société de capital risque de San Francisco spécialisée dans la technologie créative. Pas le train-train habituel de la Silicon Valley, mais des entreprises qui se situaient à l'intersection de l'art et de la technologie. Ils ont regardé ma démo. Ils y ont joué. L'associé principal, une femme nommée Claire Oduya, m'a appelé personnellement. J'ai financé 47 entreprises, a-t-elle dit. C'est la première fois qu'une présentation me fait pleurer. Ils ont offert 2,8 millions de dollars de financement de démarrage. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Nous avons construit le studio à Austin. Marco et moi avons embauché une équipe de 9 personnes. Nous avons travaillé 18 heures par jour pendant 11 mois. Je n'ai pas pris de salaire pendant les 6 premiers mois. Je vivais de ramen, d'adrénaline et de la certitude absolue, ancrée au plus profond de moi, que ce que nous construisions avait de l'importance. Glass Houses a été lancé un mercredi de mars. Le vendredi, il comptait 600 000 téléchargements. Le lundi suivant, il avait dépassé les 2 millions. Les critiques étaient extraordinaires. Pas seulement des critiques de jeux amusants, mais des critiques profondes, émotionnelles, personnelles. Les gens écrivaient des essais sur la façon dont le jeu les avait aidés à surmonter leur propre traumatisme, leurs propres blessures familiales, leur propre tour de verre. Une publication majeure de jeux vidéo l'a qualifié de jeu le plus intelligent émotionnellement de la décennie. Les téléchargements continuaient de grimper. 3 millions, 5 millions, 8 millions. Et puis l'offre est arrivée. Nexus Interactive, l'une des 3 plus grandes sociétés de jeux vidéo au monde, voulait acquérir notre studio, le jeu, la propriété intellectuelle, la technologie et l'équipe. Les négociations ont duré 4 mois. Marco et moi étions assis en face de leur équipe juridique, 12 avocats dans une salle de conférence en verre, et j'ai pensé à ma mère. Je me suis demandé si elle apprécierait l'ironie. Le chiffre final, 38 millions de dollars. Ma part, après la part de Marco, les retours sur investissement et la participation de l'équipe, étaient de 19,4 millions de dollars. Après impôts, et oui, j'ai payé des impôts, beaucoup, il me restait 11,6 millions de dollars. Je n'ai pas acheté de champagne. Je n'ai pas organisé de fête. Je me suis assise par terre dans mon appartement d'Austin et j'ai fixé le plafond, ne ressentant absolument rien pendant environ 3 heures. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à concevoir quelque chose de nouveau. Mais d'abord, j'avais besoin de respirer. J'avais visité Savannah, en Géorgie, une fois pendant mes études. Pour un long week-end. J'en étais tombée amoureuse. Les vieux chênes dégoulinants de mousse espagnole, les rues pavées, les écoles d'art et les galeries nichées dans des bâtiments historiques. C'était chaleureux, lent et vivant d'une manière que New York n'avait jamais été pour moi. Alors, quand j'ai commencé à chercher un endroit où vivre, un vrai endroit, pas une chambre d'emprunt, j'ai regardé vers le sud. Je l'ai trouvé en ligne. Un domaine antebellum restauré à la périphérie de Savannah, sur 12 acres de chênes verts et de jardins. Il avait été construit en 1847, abandonné dans les années 1970, et méticuleusement restauré par un architecte qui avait transformé l'ancienne remise en un immense studio moderne avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la rivière Savannah. C'était l'histoire et l'avenir dans le même souffle. Je l'ai payé 4,2 millions de dollars. En espèces. Cela me laissait avec plus de 7 millions de dollars en investissement et en épargne, plus qu'assez pour construire la vie que je voulais sans plus jamais me soucier de l'argent. La première nuit dans cette maison, j'ai parcouru chaque pièce. Les larges planches de pin des marais craquaient sous mes pieds nus. Les plafonds mesuraient 14 pieds de haut.
Les fenêtres étaient d'origine, en verre ondulé qui déformait le clair de lune. Je me suis tenu dans le studio, mon studio, et j'ai regardé la rivière, argentée sous les étoiles. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. La terreur. Pas l'excitation, pas la joie. La terreur. Parce qu'une voix dans ma tête, la voix de ma mère, murmurait, « Tu ne mérites pas ça. Tu fabriques des jouets. Victoria plaide des affaires devant des juges fédéraux. Ta mère façonne la loi. Et toi, tu fais se promener des petits personnages sur des écrans. Pour qui te prends-tu? C'est la chose que personne ne vous dit sur le succès. L'argent arrive, la maison est magnifique, et vous êtes debout au milieu de tout ça, et vous vous sentez comme une imposture. Comme si quelqu'un allait frapper à la porte et vous dire qu'il y a eu une erreur, que cela était destiné à une personne sérieuse, pas à vous. Le sentiment de l'imposteur n'a pas disparu de lui-même. C'est Marco qui m'a aidé. Il avait aussi déménagé à Savannah. Il louait un cottage sur la propriété, dirigeant notre nouveau studio indépendant depuis la remise. Un soir, il m'a trouvé assise sur le porche, à ne rien regarder. « Tu recommences ?» a-t-il dit. « Recommencer quoi ? Le truc où tu oublies que tu as construit quelque chose que 8 millions de personnes aiment, et qu'au lieu de ça, tu entends la voix de ta mère te dire que ce n'est pas un vrai travail. » Je n'ai pas répondu. Il s'est assis à côté de moi. « Jenna, le jeu a fait pleurer une femme adulte, une capital risqueur. Tu as créé quelque chose qui aide les gens à se sentir moins seuls. Ce n'est pas un jouet. C'est un cadeau. Et aucun tribunal au monde ne peut faire ce que ton jeu fait. » J'ai laissé cela s'imprégner. Lentement, au fil des semaines et des mois, j'ai commencé à y croire. Nous avons trouvé un rythme. Marco et moi avons construit notre nouveau studio. Nous avons embauché des artistes locaux, des développeurs, un compositeur du Savannah College of Art and Design. La remise bourdonnait de créativité. Je travaillais sur un nouveau projet, plus grand, plus ambitieux, quelque chose qui repousserait encore plus loin les limites de la narration interactive. Et puis, 7 mois après mon déménagement à Savannah, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif de New York. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie vocale. Quelque chose m'a poussé à répondre. « Jenna, c'est moi, Victoria. » Je n'avais pas entendu sa voix depuis près de 2 ans. Elle était différente de ce dont je me souvenais. Plus douce, prudente, comme si elle lisait un script qu'elle avait répété. « Salut Vic. » Alors, j'ai vu l'article de Wired et celui de Forbes. Waouh, cette maison est magnifique. Voilà. 3 semaines plus tôt, Wired avait fait un reportage sur moi, l'étudiante en droit qui a abandonné ses études pour construire le chef-d'œuvre le plus émouvant du jeu vidéo. Il comprenait des photos du domaine de Savannah, du studio, des jardins, de la vue sur la rivière. Forbes avait suivi avec un profil dans son numéro 31h30. Les 2 articles mentionnaient l'acquisition de 38 millions de dollars. Merci, ai-je dit. Neutre, en attente. Alors, écoute. La voix de Victoria a changé. La décontraction répétée s'est légèrement fissurée. Maman, papa et moi, on parlait. Ça fait bien trop longtemps. On se sent tous très mal de la façon dont les choses se sont terminées. On se disait, et si on venait te rendre visite ce week-end, juste pour renouer le contact, voir la maison, te voir, renouer le contact? Le mot m'a frappé comme de l'eau glacée. Pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il était si parfaitement, si transparentement creux. Il n'avait pas renoué le contact quand je dormais sur le canapé de Priya. Il n'avait pas renoué le contact quand je gagnais $11 de l'heure. Il n'avait pas renoué le contact quand je vivais de ramen dans une chambre avec un radiateur cassé. Mais maintenant que Forbes avait mis un chiffre à côté de mon nom, soudain, je leur manquais. Bien sûr, ai-je dit. Ma voix était plate, mesurée. Ce week-end, ça marche. J'ai raccroché. Je suis resté assise là pendant un long moment. Puis j'ai appelé Marco. Ils viennent, ai-je dit. Les Whitfield? Tous les 3. Il est resté silencieux un moment. Ça va? Je crois que oui. Pour la première fois, je crois que ça va vraiment. Ils sont arrivés le samedi matin dans une voiture de ville noire. Les voir sortir sur l'allée de gravier était surréaliste. Ma mère en blazer crème et talons,
des talons sur une allée de gravier à Savannah en août. Mon père en chemise impeccable, l'air plus mince que dans mon souvenir, plus vieux. Et Victoria en robe bleu marine cintrée. La mâchoire serrée, ses yeux parcourant la propriété comme si elle l'évaluait pour un client. Il ressemblait à Manhattan, rigide, gris et poli, debout au milieu de tout ce vert, cet or et cette chaleur. Ma mère a essayé de me serrer dans ses bras à la porte. C'était maladroit. Ses bras sont allés trop haut. Les miens sont restés trop bas. Nous nous sommes heurtés quelque part au niveau des épaules et nous nous sommes séparés rapidement. Jenna, c'est. Elle a regardé par-dessus mon épaule dans le grand hall. Les plafonds hauts, le lustre restauré, les larges fenêtres inondant tout de lumière. C'est quelque chose. C'est chez moi, ai-je dit. Je leur ai fait faire le tour. J'étais polie, distante. Je leur ai montré les jardins, la bibliothèque que j'avais remplie de livres d'art et de romans graphiques, la cuisine avec son foyer en briques d'origine. Je les ai regardés assimiler tout cela. Mon père a touché les lambris en pin des marais comme pour vérifier s'ils étaient réels. Victoria s'est attardée dans le couloir, fixant une impression encadrée d'un concept art de Glass Houses. La fille construisant son escalier à partir de souvenirs brisés. « Tu as dessiné ça ?» a-t-elle demandé. Je l'ai conçu. Mon artiste principal l'a réalisé. Le studio était en dernier. J'ai ouvert les doubles portes et j'ai observé leur visage. La remise avait été transformée. Des plafonds de 20 pieds, des briques apparentes, un mur de fenêtres donnant sur la rivière. Des rangées de moniteurs affichaient des créations en cours. Au centre de la pièce, un écran massif montrait une tranche jouable de notre nouveau projet, un monde numérique lumineux et vivant. Mon père s'est avancé au centre de la pièce. Il a regardé les écrans, les œuvres d'art sur les murs, les photos d'équipe épinglées au-dessus des postes de travail. Il ne voyait rien de tout cela. Il calculait. Je pouvais le voir additionner la superficie, l'équipement, le personnel. Installation impressionnante, a-t-il dit. Le mot installation étant lourd de sous-entendu. Nous avons déjeuné sur la terrasse arrière. Un traiteur local avait préparé un magnifique buffet, crevettes et gruaux, tomates vertes frites, peach coblé. La mousse espagnole se balançait dans la brise. La rivière scintillait en contrebas. Cela aurait dû être charmant. Au lieu de cela, la tension était si épaisse qu'elle ressemblait à de l'humidité. Ma mère a fait la conversation. Ce coblé est divin, Jenna. C'est ta recette? C'est un traiteur, maman. Oh, bien sûr. Bien sûr. Victoria mangeait avec précision, coupant sa nourriture en petits morceaux méthodiques. Mon père buvait du thé glacé et fixait la rivière. J'attendais. Je savais que ça allait arriver. Je pouvais le sentir monter comme la pression avant un orage. Une fois les assiettes débarrassées, ma mère a posé sa serviette. Elle a regardé mon père. Il a regardé Victoria. Victoria a regardé ses mains. La chorégraphie de la lâcheté. Finalement, ma mère a parlé. Elle a utilisé sa voix formelle, sa voix de juge. Jenna, nous ne sommes pas seulement venus ici pour voir la maison. Je sais, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, momentanément déstabilisée. Elle s'est reprise. La retraite de ton père n'a pas été facile. Les investissements n'ont pas rapporté comme prévu et le règlement. Elle lui a jeté un regard. Il a détourné les yeux. La situation financière est tendue. Mon père a finalement parlé. Sa voix était rauque. Le cabinet est en difficulté. Crâne est parti. A emporté la moitié des clients. J'ai fait du conseil. Mais il s'est arrêté. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. La honte. Victoria est intervenue, sa voix vive et professionnelle, comme si elle faisait une présentation à un client. Ce qu'ils essaient de dire, c'est que la situation financière de la famille s'est considérablement détériorée. La pension de papa était liée à des investissements qui ont mal tourné. Le salaire de juge de maman couvre les besoins de base, mais la maison a une deuxième hypothèque. Et moi. Elle a fait une pause pour la première fois, une fissure dans l'armure. Mon cabinet a été dissous il y a 6 mois. Conflit d'associés.
Je suis en pleine recherche d'emploi et le marché pour les associés latéraux est. Elle n'a pas terminé. L'enfant prodige, la plus jeune associée de l'histoire du cabinet, au chômage. Ma mère s'est penchée en avant. Nous ne demandons pas la charité, Jenna. Nous demandons un investissement, un prêt relais pour stabiliser les choses jusqu'à ce que le conseil de ton père reprenne et que Victoria trouve quelque chose. Nous parlons d'environ 2 millions. Elle l'a dit nonchalamment. 2 millions? Comme si elle me demandait de payer l'addition au dîner. Je les ai regardés chacun leur tour. Ma mère, la juge Diana Whitfield, assise droite comme un i, son blazer crème légèrement froissé par l'humidité, ses doigts tapotant la table à un rythme que je reconnaissais de mon enfance, le rythme de l'impatience, de quelqu'un habitué à donner des ordres et à être obéi. Mon père, Richard Whitfield, un homme qui avait été autrefois la présence la plus imposante dans n'importe quelle pièce, maintenant diminué, évitant mon regard, honteux non pas de la façon dont il m'avait traité, mais du fait qu'il avait besoin de quelque chose de moi. Et Victoria, ma sœur, la prodige, le miroir, assise là, la mâchoire si serrée que je pouvais voir les muscles travailler, furieuse contre l'univers de l'avoir mise dans une position où elle devait demander de l'aide à sa petite sœur qui avait abandonné ses études. Aucun d'entre eux ne s'était excusé, pas un mot, pas un « nous avons eu tort », pas un « nous sommes désolés », pas un « nous aurions dû te soutenir ». Ils étaient passés directement de la partie humaine à la transaction, car c'est tout ce que nous avions jamais été, une transaction. J'ai laissé le silence s'étirer. 5 secondes, 10, 20. Assez longtemps pour que ma mère bouge sur sa chaise. Assez longtemps pour que Victoria décroise et recroise ses jambes. Assez longtemps pour que mon père me regarde enfin. Non, ai-je dit. Un seul mot. Calme. Pas en colère. Pas vindicatif, juste clair. Le visage de ma mère s'est figé. Jenna. Non, maman. Je ne vais pas vous donner 2 millions de dollars. C'est ta famille, n'est-ce pas? J'ai posé mon verre. Parce que je ne me souviens pas avoir reçu un appel de ma famille quand je dormais sur le canapé d'une amie à Buswick. Je ne me souviens pas avoir reçu un chèque de ma famille quand je gagnais 11 dollars de l'heure. Je ne me souviens pas d'un seul texto, d'un seul email, d'un seul message vocal en 2 ans. Pas un seul. Victoria, m'as-tu appelé quand ton cabinet a été dissous? Quand tu as vraiment su ce que c'était de perdre quelque chose? As-tu décroché le téléphone pour dire « Eh, je comprends maintenant ». Le visage de Victoria est devenu blanc. Elle n'a pas répondu. Je me suis tourné vers mon père. Papa, tu m'as dit toute ma vie que je n'étais pas sérieuse. Que ce qui m'importait était une perte de temps. Tu as regardé la chose que j'ai construite quand j'avais 12 ans, un petit château avec un dragon, et tu ne l'as même pas vu. Tu as vu une distraction, quelque chose qui se dressait entre moi et la vie que tu avais planifiée. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Et maman, je l'ai regardée. Tu m'as dit que si je quittais la faculté de droit, je quittais la famille. Ce sont tes mots exacts, et tu les pensais. Pendant 2 ans, tu les as pensés. Jusqu'à ce que Forbes mette un chiffre à côté de mon nom. Et maintenant, soudainement, je suis de nouveau de la famille. Elle a tendu la main vers la mienne par-dessus la table. Je l'ai retirée. Vous vivez ce que j'appellerais une vie d'extraction, ai-je dit. Tout est une transaction. L'amour est conditionnel. Le soutien est assorti de termes et conditions. Vous n'avez pas élevé des filles. Vous avez constitué un portefeuille. Victoria était votre action de premier ordre. Et j'étais le mauvais pari que vous avez liquidé. Victoria a tressailli. La main de ma mère tremblait sur la table. Mais voici ce que vous ne comprenez pas, ai-je dit. Je ne vis pas de cette façon. La chose que j'ai construite, le jeu, le studio, cette maison, n'a pas été construite sur l'extraction. Elle a été construite sur la création, sur le fait de donner aux gens quelque chose qui les aide à se sentir moins seuls. 8 millions de personnes ont joué à Glass Houses. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que cela les avait aidés à comprendre leur propre famille, leur propre douleur. Cela leur a donné un langage pour quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer. Je me suis levé, je me suis approché du bord de la terrasse. La rivière coulait en contrebas, lente et argentée. Je fais un investissement. En fait, j'ai finalisé les papiers le mois dernier. Je finance un centre de technologie créative ici à Savannah.
Accès gratuit pour les enfants de familles à faible revenu. Codage, conception de jeux, art numérique, production musicale, tout. Je l'appelle le Glass House Project. Je me suis retourné vers eux. Je donne aux enfants la chose que je n'ai jamais eue. Un endroit où quelqu'un regarde ce qu'ils ont construit et dit, c'est incroyable. Raconte-moi tout. Pas c'est mignon, maintenant finis tes céréales. Mon père avait l'air comme si je l'avais frappé. Les chambres d'amis sont prêtes, ai-je dit. Mais je pense qu'il vaudrait mieux que vous retourniez à votre hôtel ce soir. Mon père est resté debout une seconde, juste une, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas de la colère, pas la vieille autorité froide, quelque chose de plus doux, quelque chose qui aurait pu être du regret, mais il ne pouvait pas y accéder. Il n'avait pas le vocabulaire pour cela. 25 ans à traiter l'émotion comme une faiblesse avait verrouillé cette porte et il en avait jeté la clé. Il a hoché la tête une fois. Diana, Victoria. Ils sont partis. La voiture de Villenoir a crissé sur l'allée de gravier, a disparu à travers les chênes et s'en est allée. Je suis resté longtemps sur la terrasse après cela. Les cigales chantaient. La rivière devenait dorée dans la lumière de fin d'après-midi. Marco est sorti au bout d'un moment, 2 verres de thé glacé à la main. Il n'a rien dit. Il s'est juste tenu à côté de moi. Ça va ? A-t-il finalement demandé. Oui, ai-je dit. Et je le pensais. C'était il y a 5 mois. Le Glass House Project a ouvert le mois dernier. Nous avons transformé un vieil entrepôt du centre-ville en un laboratoire créatif de pointe. Le jour de l'ouverture, 47 enfants se sont présentés. La 2e semaine, nous avions une liste d'attente. Samedi dernier, une jeune fille de 13 ans nommée Amara m'a montré un minuscule monde qu'elle avait construit, un jardin flottant dans les nuages avec des fleurs qui changeaient de couleur quand on les touchait. Elle tremblait en me le montrant, comme si elle s'attendait à ce que je la rabaisse. Je me suis agenouillé à côté de son écran et j'ai dit, c'est incroyable. Raconte-moi tout à ce sujet. Elle m'a regardé comme si personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Et je me suis souvenu d'avoir 12 ans, assise à la table du petit déjeuner, tenant mon ordinateur portable avec mon petit château et mon petit dragon, attendant que quelqu'un le voie. Marco dirige la partie technique du studio depuis la remise. Priya, l'amie sur le canapé de qui j'ai dormi, a déménagé de Brooklyn le mois dernier. Elle dirige les opérations commerciales pour le Glass House Project. Le vendredi soir, nous cuisinons le dîner ensemble, mal, bruyamment, avec trop d'ail et pas assez de mesure, et nous nous asseyons sur la terrasse pour regarder la rivière s'assombrir. Ma mère m'a envoyé un email la semaine dernière. Pas d'objet, juste une phrase. J'ai regardé une vidéo de l'inauguration de ton studio. Les enfants avaient l'air heureux. Je n'ai pas encore répondu. Je ne sais pas si je le ferai. Non pas parce que je suis en colère. Je ne le suis pas. En fait, plus maintenant. Mais parce que j'ai appris quelque chose qu'il m'a fallu 27 ans et beaucoup de douleur pour comprendre. On ne doit pas son amour aux gens simplement parce qu'ils partagent votre sang. L'amour n'est pas une dette. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas une décision du juge. L'amour est ce que vous construisez librement avec les gens qui vous voient vraiment, et qui choisissent de rester. Mon nom est Jenna Whitfield. Ma famille m'a dit que je n'étais pas sérieuse. Ils m'ont dit que ma passion était un jouet. Ils m'ont dit de partir. Alors, je suis parti, et j'ai construit une maison de verre, et je l'ai remplie de lumière. Maintenant, je vous demande, que construisez-vous ? Quelle est cette chose que vous avez cachée dans un dossier sur votre ordinateur portable ? Peur de la montrer à qui que ce soit. Parlez-moi dans les commentaires. Je veux entendre chaque histoire. Et si vous regardez ceci et que vous êtes cet enfant, celui dont la famille ne comprend pas, celui à qui on dit d'être sérieux, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes sérieux. Votre passion est sérieuse. Et un jour, vous allez construire quelque chose qui rendra le monde un peu moins seul. Je le promets. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, appuyez sur le bouton d'abonnement et sur la cloche pour ne pas manquer ce qui va suivre. Et aimez cette vidéo. Cela aide plus de gens à trouver ces histoires. Je vous verrai dans la prochaine.